Okay, that was wonderful. Our next speakers are... Les prochains conférenciers sont Evelyne Macouette, statisticienne, démographe, chef de service des études à la SHQ, et Emmanuel Demars, économiste chez ECOM. Madame Macouette est titulaire d'un baccalauréat en statistique et une maîtrise en démographie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Elle a œuvré pendant près de 10 ans à la Société d'habitation du Québec. Elle a été chef de service des statistiques et chef de service des études et de la statistique. Elle a également été conseillère experte sur les statistiques et les systèmes d'information reliés à la sécurité de revenus au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et elle a travaillé au secrétariat du Conseil du Trésor comme conseillère principale en méthode statistique dans le cadre des études prospectives et comparatives de l'évaluation des emplois et des structures de rémunération des employés du secteur public et du secteur privé. Madame Demars est détentrice d'un baccalauréat en administration finance et d'une maîtrise en économie appliquée. Elle œuvre à titre d'économiste en chef au sein de l'équipe de planification, urbanisme et économie d'ECOM. Elle possède une solide expertise en analyse coût-avantage et en analyse financière et socio-économique, ainsi qu'en études de retombées économiques. Son expérience couvre une multitude de mandats réalisés au sein d'ECOM, principalement dans les secteurs du transport, urbain, rural, ferroviaire et aérien, de l'habitation, de l'aménagement urbain et récréatif et de l'énergie. Elle est également reconnue pour son expertise en analyse économétrique et statistique. Expertise qu'elle a notamment mise à profit dans le cadre de l'étude visant à estimer la valeur monétaire des impacts sociaux des activités de la SHQ. Alors, bienvenue à Madame Macouette et à Madame Demars. Alors, bonjour à tous. C'est avec un grand intérêt que nous contribuons à cette rencontre de séance sur les résultats de la recherche en logement par la présentation de l'étude ECOM des activités de la Société d'habitation du Québec, l'impact des activités de la Société d'habitation du Québec. La Société d'habitation du Québec a pour mission de faciliter l'accès des Québécois et des Québécoises à des conditions adéquates de logement en tenant compte de leurs ressources financières et de la diversité de leurs besoins. Notre mission et nos actions ont sans contredit une forte utilité sociale puisqu'elles visent principalement, mais non exclusivement, les ménages à faible revenu et les populations vulnérables qui ont de la difficulté à se loger. La SHQ incarne donc une composante incontournable du filet social québécois. Alors, la présentation qui va se dérouler actuellement va se faire en tandem avec Emmanuel Demars qu'on vous a présenté tantôt. Et se déroulera comme suite. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le contexte de l'étude. Ensuite, puisque l'étude a été faite sur 2 phases, on va vous présenter la première phase de l'étude, c'est-à-dire les objectifs, les retombées économiques, les retombées sociales, les retombées territoriales. Et la deuxième phase sera présentée à la troisième étape. On présentera les objectifs, la réduction de la pauvreté, l'itinérance, les personnes âgées, personnes handicapées et ainsi ayant des troubles de santé mentale. Voilà donc quelques éléments de contexte qui expliquent pourquoi, je vais donc vous présenter quelques éléments de contexte qui expliquent pourquoi la SHQ s'est lancée dans la réalisation de l'étude. Donc, c'est donc dans un contexte de crise économique mondiale, de réduction des dépenses publiques dans tous les secteurs, dans un contexte de vieillissement de la population, et dans un contexte dans lequel le sentiment dans l'opinion publique et parmi les décideurs politiques que le logement social constitue uniquement une dépense, malgré le fait que l'importance du logement social
pour la société est reconnu et accepté par des gens comme nous, qui œuvront dans le domaine de logement, il est généralement perçu comme une dépense n'ayant d'autre retombées que le service rendu en soi. C'est dans un contexte aussi de constatation de la portée de nos aides, de notre aide, que notre aide va bien au-delà de nos clientèles. Les retombées sont aussi constatées au niveau de la famille et de l'entourage, ainsi que pour la communauté et la société québécoise en général. Donc, c'est donc dans ce contexte que la SHQ souhaite mesurer l'impact de l'aide qu'elle fournit et ainsi démontrer l'utilité sociale et ses activités, ainsi que de nombreux bienfaits des investissements dans le logement social. Donc, l'étude d'impact de nos activités a donc été menée en 2 phases, avec des objectifs et des méthodologies différentes. Donc, la première phase a eu lieu en 2011, en utilisant les données de 2010 à 2011 et des données administratives de la SHQ. Et dans cette phase, on analysait les retombées économiques, territoriales et sociales des activités de la SHQ. La deuxième phase a eu lieu en 2013 et on a utilisé les données de 2011-2012 pour analyser des dépenses évitées par la société québécoise dans le cadre des activités de la SHQ. Pour réaliser ces 2 phases, la SHQ a élaboré un mandat précis à la firme ECOM, une firme internationale qui offre du soutien technique aux professionnels du domaine du bâtiment, de l'environnement et du service gouvernemental. Emmanuel pourra revenir lors de la présentation pour vous donner un aperçu des mandats de ECOM si elle le souhaite approfondir là-dessus. Donc, la première phase de l'étude, les objectifs de la première phase étaient principalement de déterminer les retombées économiques des activités de la Société d'habitation du Québec, les retombées sociales et les retombées territoriales. Je vais donc passer la parole à Emmanuel qui représente ECOM qui ont eu le mandat de réaliser, qui va nous présenter les méthodologies utilisées ainsi que les principaux résultats utilisés lors de la première phase. Je reviendrai par la suite pour vous présenter les objectifs de la deuxième phase. Je suis obligée de corriger que je ne suis pas chief économiste. Peut-être un jour, j'espère, mais pour l'instant, je dois rendre justice à la personne qui est chief économiste, qui n'est pas moi. Donc, ECOM, j'ai juste un mot. ECOM, oui, on est une firme de génie conseil, de services conseil de calibre international. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a aussi toutes les expertises qui viennent en support pour les projets d'infrastructure. Donc, on a des équipes de sociologues, urbanistes, économistes, anthropologues, etc. Et ça, c'était un mandat, c'était un très bel exemple de collaboration entre une équipe multidisciplinaire qu'on a à l'intérieur de la compagnie, parce qu'on a fait appel, principalement des économistes, mais aussi anthropologues et sociologues. On a cette capacité, selon le projet, de constituer des équipes précises pour des mandats précis. Donc, voilà pour le blurb promotionnel. Pour les retombées économiques, là, il faut que j'appuie. Ça, c'est en français, OK. La première étude, je vais la survoler, mais en toute honnêteté, moi, j'ai été très impliquée dans la deuxième, dans la première, moins. Donc, je vais présenter la méthodologie, les résultats, mais je vais plus m'attarder à la deuxième qui, à mon avis, était aussi plus innovatrice. Donc, pour la première, on a commencé... L'étude commence par une étude des retombées économiques. Si vous êtes à l'aise avec ce terme-là, en fait, on a fait appel avec le modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, en gros, c'est de savoir, quand il y a un choc économique, quand il y a une nouvelle entrée d'argent, qu'est-ce que ça stimule dans l'économie québécoise spécifiquement. La première étape, c'était d'identifier quel type de dépenses de la SHQ pouvaient se transférer en des activités économiques. Donc, il y avait deux volets. Un, c'est des dépenses en biens et services. Donc, quand on injecte de l'argent, ça se traduit par une nouvelle demande de biens et services. Et l'autre volet, c'est la construction résidentielle. On stimule une industrie. Donc, la méthodologie, c'était ça. C'était utiliser ce modèle-là. Donc, c'est vraiment l'ISQ qui a procédé aux simulations.
Mais la première étape, c'était quand même d'identifier les dépenses de la SHQ qui étaient qu'on pouvait utiliser dans le modèle. Pour 2010-2011, les subventions étaient donc de 608 millions de la SHQ. Il y en a à peu près un tiers de ça qui s'en va directement en demande de biens et services. C'est essentiellement des subventions aux ménages. Les deux autres tiers, c'est de la stimulation de la construction résidentielle. Ce qui est important de souligner, c'est que, bon, vous le savez sûrement, la SHQ, quand elle intervient, c'est généralement pas seule. Il y a aussi la SCHL qui va contribuer, éventuellement les municipalités aussi. Donc, des subventions de 608 millions de la SHQ, globalement, au Québec, ça représente plutôt 1,4 milliard qui sont investis dans l'industrie et dans la demande de biens et services pour le logement social, communautaire, etc., toutes les activités de la SHQ. Donc, on peut dire que quand la SHQ injecte $1, c'est vraiment 2,3 $ qui sont injectés dans l'économie. Ça, c'est avant même que ça soit simulé dans le modèle de l'ISQ. Les résultats du modèle, ce qu'il nous donne, c'est que de ce montant-là, il y a 60 % qui vont directement en valeur ajoutée. Donc, on parle de à peu près 854 millions qui sont directement attribuables au PIB. C'est très économique. Là. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, on s'intéresse aussi à ça quand on regarde les retombées économiques. On parle de 11 465 années personnes de travail que ça représente. Donc, ces investissements, on parle de 11 465 personnes à temps plein d'emploi qui n'est pas nécessairement généré, mais qui est attribué à ça. Pour peut-être vous donner un chiffre un peu plus imagé, si on regarde les emplois directs dans la construction résidentielle, pour une année, on parle d'environ 4 000 emplois directs. Si on regarde le total des dépenses en construction résidentielle au Québec pour une même année, ça représente à peu près 10 %. Donc, on peut dire que les activités de la SHQ représentent 10 % de toutes les dépenses en construction résidentielle dans une année. Donc ça donne un peu un portrait des retombées économiques. Evelyne, s'il y a des choses que tu veux rajouter. Pour la deuxième partie, c'était les retombées sociales. L'exercice qui a été fait là, c'était vraiment une revue de littérature et des entrevues. C'est vraiment une analyse qualitative. Il n'y a pas de quantification qui a été faite à ce niveau-là. Mais il y a eu déjà un gros effort d'organisation de l'information parce que la SHQ, c'est une multitude de programmes qui agissent sur différents enjeux. La première étape, c'est définir les enjeux concernés. Donc ici, on en a identifié 7. Pauvreté, itinérance, immigration, santé, personnes âgées et handicapées, population autochtone et cohésion sociale. Donc tous les programmes de la SHQ, à un moment donné, interviennent ou adressent ces enjeux-là. Le gros effort qui a été fait, à la fois avec les données internes de la SHQ et les études d'experts, ça a été d'identifier pour chacun des programmes à qui elles s'adressent, comment elles contribuent auprès des clientèles et c'est quoi les enjeux qui sont adressés. Donc, on est arrivé en bout de ligne avec une matrice de 25 impacts sociaux que les activités de la SHQ pouvaient avoir. Je ne vais pas tous les nommer. Ici, vous en avez des exemples, mais ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'ils ont aussi été classifiés par clientèle, ensuite pour la communauté et pour la Société du Québec. Donc, on a 7 enjeux classifiés par clientèle, si on peut dire. Donc, pour donner un exemple, par exemple, pour le thème de la pauvreté, ce qu'on a identifié, c'est naturellement des effets positifs sur le revenu disponible par tous les programmes comme HLM, PSL, parce que là, je vais tomber dans les acronymes, et PSL, programme de supplément au loyer, qui permettent de réduire le taux d'effort des ménages. On en a déjà parlé un petit peu. Donc ça vise spécifiquement les ménages ou l'individu. Plus largement pour la communauté, on parle de réduction des inégalités socio-économiques. Et pour le Québec au complet, on peut dire qu'un logement fixe va permettre une réduction de déménagement, favorise les conditions pour une meilleure éducation. Donc, c'est le Québec au complet qui en bénéficie. Donc, ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple du travail qui a été fait, d'identifier vraiment tous les impacts et à quel niveau on peut les retrouver. Et c'est un peu cette matrice-là qui a servi de base pour la deuxième étude qui visait spécifiquement à les quantifier ensuite, ces impacts. Pour les retombées territoriales, ça aussi, ça a été une analyse plutôt qualitative.
bien qu'il y ait quand même eu un peu de quantification. L'objectif, c'était de regarder un peu, de comparer la répartition des ménages à faible revenu sur tout le territoire du Québec et le comparer aux activités de la SHQ. Et la deuxième chose, c'est de regarder un peu l'intervention de la SHQ au Nunavik. Quelles sont les activités qui sont faites dans le Nunavik? Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les grands constats qui sont sortis de cette étude-là, c'est que déjà, on peut dire que oui, la SHQ intervient de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire, si on compare le ratio ménage faible revenu versus logement social. Ensuite, pour ce qui est du milieu rural, la SHQ, oui, vient combler une lacune du marché privé. Donc, dans certaines régions, les coûts de main-d'œuvre, les coûts des matériaux sont trop élevés, la demande est trop faible, donc ce n'est pas possible d'offrir des logements à prix raisonnable. Et à ce moment-là, des programmes comme la SHQ sont indispensables. C'est la même chose aussi au Nunavik, j'y reviendrai. Dans le milieu urbain, ça contribue à la densification des villes, tout en luttant contre la gentrification. Donc, en installant des logements sociaux, des coopératives dans des quartiers, on permet une meilleure mixité sociale. Pour ce qui est de la hausse de la valeur foncière, ça, c'est vraiment un cas spécifique qui a été regardé d'un programme dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve, où on a regardé la valeur foncière de logements qui avaient bénéficié d'un programme de rénovation comparé à la moyenne de l'augmentation de la valeur foncière. Et on a remarqué que ceux qui avaient bénéficié du programme avaient une augmentation en moyenne de 33 % de leur valeur foncière, alors que dans le même quartier, la moyenne était plutôt 27 %. Et finalement, pour le Nunavik, c'est une région particulière au Québec qui est au nord du 55e parallèle. On a 12 000 personnes, dont 11 000 qui sont des Inuits, répartis sur 14 villages. Et dans cette région-là, l'intervention de la SHQ est primordiale parce qu'on considère que en fait, on sait que plus de 90 % de la population vit dans des logements de la SHQ. Donc, c'est notamment une des choses qui a rendu la tâche très difficile quand est venu le temps de quantifier les impacts parce qu'il n'y avait pas d'autres comparaisons. Il n'y avait pas de scénario possible de qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas la SHQ. J'y reviendrai quand on parlera de la deuxième étude. Ça fait le tour quand même assez rapidement de la première étude. Je vais laisser Evelyne la parole, puis je reviens. C'est ça. Donc, la première phase de l'étude nous a notamment permis de démontrer que le logement social est un investissement plutôt qu'une dépense. Tantôt, on a dit lors du précédent, la présentation, que de voir le logement comme un investissement. Alors, ça nous a permis également de conscientiser la société et de combattre les préjugés. En bref, la réalisation de la première phase de l'étude d'impact de nos activités a eu des effets très positifs. Démarche essentielle pour sensibiliser les gens, les décideurs et populations en général à l'importance d'investir en tant que société pour améliorer les conditions de logement des Québécois. La première phase de l'étude nous a aussi donné une belle visibilité. Cela nous a permis de clarifier notre mission auprès de la population, puisque notre mission est souvent confondue avec celle d'autres organismes qui œuvrent dans le même domaine. En démontrant l'importance de notre mission, ça nous a aidé à conscientiser la société au fait qu'investir pour aider les plus démunis, ce n'est pas seulement agir par compassion pour ces gens, c'est aussi très payant pour la société. Sur la base des résultats et des succès de cette phase, nous avons voulu aller plus loin dans la mesure des impacts sociaux de nos activités. Ce qui nous a amené à la deuxième phase de cette étude. Donc, la deuxième phase de cette étude, bien que la première phase a permis de décrire certains impacts sociaux de nos interventions, cela n'a pas été fait de manière quantitative. Nous souhaitions donc évaluer l'ampleur de ces impacts et déterminer ce que la société québécoise économise lorsque le pouvoir public intervient dans le domaine du logement. C'est avec ces objectifs que la société a élaboré un second mandat à la firme ECOM, qui a ensuite procédé à une quantification des impacts sociaux de nos interventions. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel pour vous présenter la méthodologie, les approches et puis les résultats obtenus.
OK. Donc, pour la deuxième étude, en fait, il y avait vraiment cette volonté de mettre des chiffres derrière les mots. De la SHQ, à ce moment-là, insistait beaucoup sur le fait que le logement social, c'est pas un coût, c'est vraiment un investissement. Mais elle voulait avoir plus que des mots et pouvoir le démontrer par des chiffres. Donc, on a eu ce beau défi devant nous de quantifier les impacts sociaux des activités de la SHQ dans un temps assez limité. Donc, la première chose qu'on a fait, ça a été de vraiment rencontrer un maximum d'experts dans le domaine pour voir qu'est-ce qui existait déjà comme données. C'était clair qu'on n'avait pas le temps de faire des études empiriques, d'aller sur le terrain, de faire des entrevues, des travaux comme le Dr. Dunn. On aurait rêvé de pouvoir faire ça, mais c'était pas du tout dans la portée du mandat. C'était vraiment de prendre ce qui est disponible pour l'instant et voir qu'est-ce qu'on est capable de quantifier avec ça. Donc, la première étape, ça a été de rencontrer donc des experts du domaine. On a rencontré, notamment pour les questions d'itinérance, on est allé rencontrer la police. Pour l'itinérance, on a aussi rencontré des initiatives comme le programme Chez Soi, etc. Donc ça, c'est des exemples, mais c'est ce qui nous a mené à nous rendre compte de ce qu'on allait être capable de faire dans le cadre du mandat. Et je parlais tantôt, les impacts peuvent jouer sur 3 niveaux, c'est-à-dire la clientèle directement visée, sur la communauté ou sur la société québécoise en général. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on allait pouvoir, pour la pauvreté, on allait être capable de, oui, quantifier jusqu'à un certain point l'impact sur les ménages qui recevaient du logement social, donc vraiment l'amélioration de leur qualité de vie. Et pour les autres clientèles, ça serait plus à un niveau macro. Donc, pour la société québécoise, les économies que la société gagnait, en fait, grâce au logement social. Donc, c'est 2 approches complètement différentes qu'on a utilisées, mais qui donnent des résultats quand même assez intéressants. Donc, je vais commencer avec la réduction de la pauvreté. La première question qu'on s'est posée, c'est, bon, la pauvreté, comment on la définit? Et après ça, comment on évalue si oui ou non on a réussi à la diminuer? Donc, il y a 2 mesures assez communes au Québec, c'est le seuil de faible revenu et la mesure du panier de consommation. En fait, la méthodologie est basée sur une étude qui avait déjà été faite en santé publique. Donc, on s'est inspiré de cette étude-là, on a reproduit un peu le modèle, mais l'intérêt de la mesure du panier de consommation, c'est qu'on peut la désagréger en différents paniers. C'est une mesure qui nous donne un minimum qu'on devrait dépenser dans chaque panier de consommation essentiel pour considérer qu'on subvient à nos besoins. Donc, la première étape, ça a été de créer à partir de l'enquête des dépenses des ménages de 2009, ça a été de créer des variables de ratio de suffisance de dépenses dans chacun de ces paniers-là. On a gardé les 3 principaux, donc alimentaire, vêtements et transport. Et à partir de ces ratios de suffisance, on était capable d'évaluer par quintile de revenus jusqu'à quel point les ménages étaient capables de subvenir à leurs besoins. Et le petit graphique qui est là, c'est les seuls chiffres là, qu'on va présenter ici, mais c'est intéressant de voir que dans le premier quintile, qui est les 3 premières barres, à part pour ce qui est du transport, qui est la barre grise, les 2 autres sont nettement en dessous du seuil minimum. La ligne pointillée, ça serait un seuil où les ménages, oui, ont le minimum, sont capables de dépenser le minimum dans ce panier-là. Pour ce qui est du panier de provisions, qui est le vert, ils arrivent à 67 % et pour le panier de vêtements, ils arrivent à 63 %. Donc, tout ce qui est en dessous, on considère que c'est un état de pauvreté. Ce qu'on a cherché à faire, sachant ça, c'est de voir comment jouait le taux d'effort sur ces ratios-là. À défaut d'avoir des variables sur le logement social, donc savoir est-ce que vous habitez dans un logement subventionné ou non. En fait, il y a une variable dans cette enquête-là, mais elle n'était pas représentative de la clientèle qu'on visait parce qu'elle incluait plus que des logements subventionnés. C'est-à-dire, il y avait des diplomates là-dedans, il y avait toutes sortes de clientèles. Donc, ce n'était pas une variable fiable pour notre étude. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bien, le taux d'effort, c'est ça qu'on vise quand on subventionne un logement. Donc, si on est capable de tisser un lien entre une réduction du taux d'effort égale une augmentation de la suffisance alimentaire, etc., il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour des bénéficiaires de logement social. Donc, dans cette logique-là, c'est un modèle économétrique qu'on a développé
des régressions par moindre carré où on a fait intervenir la composition des ménages. On a utilisé un maximum de variables qui étaient disponibles de l'enquête des ménages. On a fait des tests pour voir si c'était statistiquement significatif, etc. Et une fois qu'on a réussi, on est arrivé à des résultats de dire oui, quand on diminue le taux d'effort, ça fait augmenter de temps la ratio de suffisance de chacun de ces paniers-là. On avait notre montant d'impact, on l'a appliqué à la clientèle réelle de la SHQ. Donc, on a transposé, grâce aux données internes de la SHQ, et le département d'Yvelines d'ailleurs, on avait un bon portrait des compositions des ménages en HLM et dans les ménages qui bénéficiaient du programme de supplément au loyer. Donc, on était capable de voir de combien on réduisait leur taux d'effort et d'appliquer ces taux d'impact. Pour les résultats, attendez. Globalement, on est arrivé à la conclusion que les usagers... On s'est limité aux ménages de moins de 30 000, qui faisaient moins de 30 000 par année, parce que déjà, en partant, c'est une grande majorité de la clientèle de ces programmes-là. Je pense au-dessus de 90 % si je ne me trompe pas. Et c'est parce que c'est aussi là que l'impact est le plus fort sur les ratios de suffisance alimentaire, vêtements et transports. Donc, on a calculé que globalement, les usagers dépensaient 152 millions de plus en une année pour ces 3 biens essentiels, 9 millions en alimentation, 18 millions en vêtements et 44 millions en transport. Ça représente un revenu disponible supplémentaire de 1 800 par ménage. Ce qui est important de mentionner, c'est que oui, c'est sûr que la subvention, c'est automatiquement un revenu disponible supplémentaire pour les ménages. Mais ce n'était pas évident que ce revenu disponible allait automatiquement dans des dépenses essentielles. Et c'est ça qu'on voulait voir. Et on s'est rendu compte que oui, il y a une très bonne partie qui va dans ces dépenses essentielles. Donc, c'était une bonne nouvelle. Si on revient à notre graphique de tout à l'heure, pour ce qui est du ratio de suffisance alimentaire, par exemple, ça permet d'augmenter d'à peu près 16 %. Donc, quand on était à moins 60, on était à 60 % de suffisance, bien là, on est capable d'augmenter un 16 % de plus. On n'arrive pas à la suffisance totalement, mais on s'y rapproche beaucoup. Pour ce qui est des vêtements, c'est 16 % de plus qu'on est capable d'augmenter. Et pour le transport, c'est 25 %. Donc, c'était un peu notre façon de dire, notre façon de mesurer de combien on est capable de réduire la pauvreté grâce à ces programmes-là. Pour les autres programmes, l'approche était complètement différente, comme je disais. Là, on a vraiment plus pris une approche société québécoise. Donc, encore là, on a commencé avec revue de littérature, des entrevues. Et c'est ça qui nous a permis de collecter des données sur les coûts évités par type de clientèle. On a quand même séparé chaque clientèle individuellement. On a fait des estimés pour chacune. Et ce qu'on cherchait à quantifier, c'est par exemple, dans le cas de l'itinérance, les coûts qui seraient... À chaque fois, on avait en tête qu'est-ce qui se passerait en l'absence de la SHQ. Donc, si une personne itinérante n'avait pas ce logement-là, où est-ce qu'elle serait? Donc, par exemple, pour l'itinérance... Bon, ça, c'est les résultats. J'y arrive trop vite. Mais pour l'itinérance, on s'est beaucoup inspiré du projet Chez Soi. C'est un projet, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec, c'était une expérience qui a été financée par le gouvernement canadien pendant 5 ans, qui avait 2255 participants, dont la moitié était tirée au hasard et à qui on attribuait un logement, et on lui fournissait aussi beaucoup de services complémentaires. Et puis, on a étudié sur 5 ans un peu les différences de chacun. Tout a été quantifié, le nombre d'occurrences à laquelle la police devait intervenir avec le groupe cible et avec le groupe témoin, les visites, des nuits dans des refuges, des nuits dans des centres de désintoxication, etc. Donc, on a été capable de dresser, plutôt eux ont été capables de dresser la différence entre le coût d'un individu qui bénéficiait du programme versus d'une personne itinérante qui bénéficiait du programme versus ceux qui n'en bénéficiaient pas. Donc, nous, on s'est inspiré de ces coûts-là, on les a ajustés. Et on a été capable d'arriver à la conclusion que en ce qui concerne la clientèle itinérante, la SHQ permettait d'économiser 2,3 millions à la société. Quand on déduisait les coûts du logement de la SHQ entre les économies qui avaient été déjà quantifiées, on arrivait avec une économie de 2,3 millions. Pour les 3 autres groupes, personnes âgées et en légère perte d'autonomie,
personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes handicapées. On a plutôt regardé le scénario où s'ils n'avaient pas accès à ce logement-là, et ce qui serait, on estimait la proportion de ces gens-là qui devraient aller en ressources intermédiaires de logement. Et là, on prenait un coût moyen, encore là, estimé sur différentes sources de données qu'on avait. Ce coût moyen, je pense qu'il était autour de 15 000 pour un individu qui devrait se faire loger en ressources intermédiaires. Et donc, on transposait ça à la clientèle de la SHQ. Et ça, c'est les économies qu'on a été capable d'estimer. Il y a d'autres économies qu'on a aussi estimées, mais qu'on a choisi de ne pas mettre dans les résultats en tant que tels parce qu'ils étaient peut-être un peu plus, bon, pas discutables, mais par exemple, pour les programmes d'adaptation de logement de personnes handicapées, on a estimé des probabilités qui se blessent moins, donc des coûts d'hospitalisation évités. C'est un exemple, on les a faits, on ne les a pas présentés dans les résultats finaux parce que c'était peut-être un peu moins démontrable scientifiquement. Donc, on s'en est tenu à ça, mais il y a définitivement d'autres économies qu'on peut aller chercher. Ça fait pas mal de tour, moi, pour... Ah oui, non. C'était une étude que nous, on a trouvé extrêmement intéressante à faire parce que ça nous a forcé à réfléchir un peu. Ça n'avait pas nécessairement été fait comme ça. Donc, ça nous a forcé à réfléchir et voir aussi qu'est-ce qui existait sur le marché comme données, avec quoi on allait pouvoir travailler. L'utilité de l'étude, je vais peut-être laisser Evelyne conclure là-dessus, mais en ce qui concerne les limites de l'étude, en parlant tantôt, avec la personne des Statistiques Canada, et on se disait, une des choses, bon, déjà, moi, j'ai constaté qu'il manquait d'enquêtes où il y avait des variables très spécifiques au logement social. Donc, pour pouvoir regarder dans le temps, tous nos résultats sont statiques sur une année, mais les effets sur plus longtemps, ça nous prendrait des données longitudinales pour ça. Et on n'en a pas trouvé, en tout cas pas accessible à nous. Ça, c'était une des limites principales. Des études empiriques. Il y a plusieurs programmes. Moi, je pense au thème de la santé. On n'a pas été capable d'arriver à des conclusions sur le thème de la santé, mais il y a beaucoup d'initiatives qui étaient en cours de projets de recherche empirique qui étaient intéressants et prometteurs. Et peut-être qu'ils ont fini aujourd'hui. Je ne sais pas, ça a été fait en 2013. Mais ça fait partie des limites. La durée dans le temps, on n'avait pas vraiment le temps de regarder sur un an l'évolution des résultats des différentes études. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser Evelyne conclure. Puis si vous avez des questions après. Merci, Emmanuel. Comme je l'ai mentionné tantôt, l'utilité de l'étude nous a permis de convaincre le gouvernement de contribuer à investir dans le logement social, de démontrer que le logement social est un investissement plutôt qu'une dépense, de démontrer que le logement social est une occasion pour tous de concrétiser, de conscientiser la société quant aux bénéfices qu'elle retire de nos politiques et de nos interventions. Alors, tout n'est pas parfait. Toutefois, nous avons de nombreux défis à relever au Québec. Par exemple, l'alourdissement des besoins de nos clientèles, les défis démographiques et les défis budgétaires. Donc, cette démarche est une démarche inspirante. Le logement, c'est un levier pour le développement économique et social. L'étude d'impact de nos activités est profitable pour tout ce qui démontre l'utilité sociale des investissements dans le logement. Alors, ceci termine notre présentation. Vous avez des documents synthèse pour les deux études, les deux phases des études qui sont là, vous pouvez vous servir. Sinon, l'ensemble de toute la documentation est disponible sur le site Internet de la SHQ. Merci de votre attention. Vous avez des questions? Thank you very much. Merci beaucoup, Evelyne et Emmanuel, pour votre topo très éclairant. Il faudra que je me rappelle de certains de ces éléments lors de notre évaluation en Nouvelle-Écosse. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser, ou à Evelyne ou à Emmanuel? Et bienvenue à ceux qui suivent sur le web. Si vous avez des questions, nous vous écoutons. Duncan. Excellente présentation, merci. Vous avez affiché un chiffre. Vous avez dit que pour chaque dollar investi par le gouvernement, il y a un rendement de 2,3 $. Avez-vous une idée de l'écart ou de la contribution publique-privée qui...
représente cela? Solution additionnelle, ça serait la SCHL et les municipalités. S'il y a une participation privée, ça, je n'aurais pas ce détail-là, mais c'est principalement public. Oui. Okay. John? John? Evelyne, quelle a été la réaction au rapport après son dépôt? Le rapport a été très bien été accueilli par les décideurs. Comme je le mentionnais tantôt, c'était pour conscientiser les décideurs comme quoi le logement est un domaine où il faut continuer à investir, aider les plus démunis à se loger. Donc, ce rapport a été très bien accueilli. Puis, l'étude d'impact, ça a été une étude qui a été présentée un peu partout en Europe, dans d'autres conférences, un peu dans d'autres provinces du Canada. Puis, c'était une étude qui a conscientisé vraiment la population par rapport aux logements sociaux. Donc, ça nous a permis d'avoir des sommes additionnelles pour nos interventions. En bref. Merci. Yes, I was thinking of this. Oui, j'avais la même question en tête. Comment cela a été reçu et si cela a résulté en de nouveaux fonds pour la SHQ. Alors voilà, Ian. Oui, bonjour, merci beaucoup pour une présentation fort intéressante. Ian Measures, SCHL. J'ajoute deux chiffres ensemble de diapos. Je ne sais pas si je suis juste ou non, mais sur une diapo, vous parlez des subventions versées pour un total de 608 millions de dollars. Puis, sur la diapo où vous parlez d'une réduction de la pauvreté, vous parlez de dépenses supplémentaires pour différents biens essentiels, 152 millions. Alors, est-ce que les 152 millions font partie des 608 millions? Et si tel est le cas, savez-vous où le reste de l'argent a été dépensé? Est-ce qu'il y en a eu pour l'éducation ou... Cela en fait partie. Parmi les 608 millions, il y a plus que les programmes HLM et PSL. Seule une partie des 608 millions servent à ce qui a été quantifié pour la pauvreté. Pour les programmes HLM et PSL, les 152 millions, ce n'est pas la totalité de ce qui a été versé, c'est la moitié. Enfin, c'est ça votre question, je pense. Pour des subventions d'à peu près le double de cela, la moitié, c'est pour la nourriture, le transport et les vêtements. Donc, ma question, où va l'autre moitié? On ne l'a pas quantifié. On s'est limité aux besoins essentiels. Ça peut servir à quantité d'autres choses, mais on n'a pas quantifié cela. Nous voulions plutôt démontrer que oui, cela augmente les dépenses pour couvrir les besoins de base. Hi, Ariel Stockdale, Société de logement du Nunavut. Vous avez mentionné que la situation est très différente au Nunavik, mais nous le savons. Y a-t-il des limites au niveau de vos résultats? C'est plus facile pour ça nous a limité dans la mesure où on n'a pas pu faire le même exercice des dépenses évitées en l'absence de la SHQ parce qu'il n'y avait pas de comparable. Il n'y avait pas de en absence de la SHQ. Il n'y avait pas de scénario plausible parce on se disait on ne peut pas aller jusqu'à imaginer qu'ils vont vivre dans des types. J'invente, là, mais je veux dire, on a décidé de ne pas faire cet exercice parce qu'il aurait été trop inventé. Donc, oui, on a, là, je n'ai pas les résultats, mais on a quand même fait une recherche, une revue de la littérature sur le sujet. Donc, il y a des résultats qui ont déjà été publiés dans d'autres études et on en fait état dans notre rapport, mais nous-mêmes, on n'a pas fait cet exercice-là à cause de ces limites qui sont juste trop grosses. Voilà. Mais les études, ces documents-là que Evelyne a amenés, on les a ici, mais les études complètes sont disponibles sur le site de la SHQ. Donc. Hi. Bonjour, Matthew, développement communautaire, Manitoba. Fantastique présentation, fantastique travail.
à telle enseigne que je songe à la façon dont je pourrais utiliser un travail semblable pour distribuer plus d'argent chez moi. Alors, combien de temps le travail de recherche a-t-il pris et combien ce travail a-t-il coûté? En fait, le coût, je vais laisser Evelyne répondre, mais cela nous a pris à peu près 6 mois. Mais je dois dire que chaque fois que nous avons rencontré les chercheurs ou les experts au sein des différentes équipes, ça ne semblait pas réaliste pour eux. Pour eux, pour chaque thème aurait demandé au moins 2 ans. Et je suis d'accord. Donc, je dirais que c'est un premier aperçu de ce qui est possible, mais on n'a pas suffisamment ou on n'a pas approfondi l'étude autant qu'on aurait pu ou voulu. Donc, on l'a fait en l'espace de 6 mois et je vais laisser Evelyne vous parler du coût. Le coût exact, je l'ignore. Et je ne sais pas si Evelyne le connaît. Éléments sur les coûts exacts, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez un intérêt à faire ce genre d'études. Ça nous fera un grand plaisir de cocher dans vos démarches. Je pourrais vous donner les informations en temps et lieu. Je ne les ai pas avec moi. Ça va? That's 6 months, yeah. C'est 6 mois, oui, en effet. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais remercier de nouveau Evelyne et Emmanuel pour la présentation.